Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Je salue comme à l'habitude aussi celles et ceux qui nous suivent à distance. Et je vous propose que nous démarrions nos travaux avec en secrétaire de séance Karine Percheron, que je remercie d'assumer cette tâche passionnante. Je vous fais lecture des pouvoirs que j'ai reçus. Madame Mention me donne pouvoir, Monsieur Dunoux donne pouvoir à Monsieur Lacroix, Monsieur Méda donne pouvoir à Monsieur Chapuis, Madame Nugouf donne pouvoir à Madame Coulon, Monsieur Aubry donne pouvoir à Monsieur Fourmont, Monsieur Siby donne pouvoir à Monsieur Vitteur et Monsieur Blanchet donne pouvoir à Monsieur Cusby. Je dois, dans un premier temps, vous rapporter les décisions, vous donner le contenu des décisions que j'ai pu prendre dans le cadre de la délégation qui m'est accordée par le conseil municipal. Il s'agit de délivrance et de reprise de concessions funéraires. J'imagine qu'il n'y a pas de questions particulières. Nous avons ensuite, alors pour les affaires métropolitaines, c'est pareil, puisqu'il n'y a pas de conseil métropolitain qui soit passé, il a lieu jeudi, donc rien de neuf sous le soleil métropolitain. Donc nous allons aborder directement les projets de délibération avec en premier lieu l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 30 juin et du 25 août, que vous avez tous lu et relu in extenso. J'imagine qu'il n'y a pas de difficulté, si jamais il y en avait, non. Donc on approuve. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc approuvé à l'unanimité. Nous avons à l'ordre du jour de ce conseil municipal trois, rubriques. Hors ces approbations, nous avons une rubrique finance avec des décisions modificatives et puis les impacts de ces décisions modificatives. Nous avons ensuite à la rubrique santé handicap la commission communale pour l'accessibilité, enfin le rapport d'activité 2024. C'est Madame Brun qui nous en parlera, et puis l'action culturelle. Et nous passons au chapitre des finances avec, pour commencer, la décision modificative du budget principal de la ville. Et c'est Monsieur Lacroix qui rapporte. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous. Une décision modificative numéro 1 qui a deux. Enfin, Sébastien Tranois va faire une présentation de cette DM, mais une décision modificative qui se divise évidemment en deux parties. Peu d'éléments sur la partie investissement,
peu de changements sur la partie fonctionnement, donc des recettes de fonctionnement qui sont qui interviennent pour un peu plus de 500 000 euros supplémentaires, donc qui sont revues relativement à la hausse, mais également des dépenses de fonctionnement qu'on équilibre, puisqu'on a profité de ces recettes pour peut-être avancer certaines opérations et qui donc s'équilibrent aussi pour 509 000 euros. Je laisse Sébastien détailler et puis on viendra à vos questions si vous le souhaitez par la suite. Merci Monsieur Lacroix. Bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter cette décision modificative sur le budget principal de la ville. D'abord en section de fonctionnement, puis en section d'investissement. Alors pour commencer, en section de fonctionnement, cette décision modificative s'équilibre à hauteur de 509 000 euros. En matière de recettes, les principaux ajustements, si nous les détaillons comme à notre habitude par chapitre, concerne d'abord le chapitre 70, les produits des services, plus 23 000 euros, après avoir ajusté différentes lignes de refacturation, à la fois envers notre budget annexe, notamment le CCAS, et également envers la métropole. Donc un jeu de plus et de moins qui donne plus de 23 000 euros. Par ailleurs, plus 228 000 euros sur le chapitre 73, impôts et taxes, qui tient à 2 points principaux. Le premier, c'est la restitution de la compétence sport de haut niveau par la métropole, suite au rapport de la collecte qui avait été présenté à cette assemblée. C'est une recette supplémentaire de 77 000 euros. Et puis, comme le disait M. Lacroix, un ajustement à la hausse de la prévision en matière de contribution directe. Donc, la fiscalité directe locale dont bénéficie la commune sera un peu plus haute que nos prévisions initiales, notamment en matière de taxes sur le foncier bâti, ce qui signifie que les bases fiscales sont un peu plus dynamiques que ce que nous avions anticipé. Par ailleurs, sur le chapitre 74, dotation et participation, l'inscription d'une recette supplémentaire de 222 000 euros qui s'appuie à la fois sur des subventions de l'État dans le cadre d'appel à projet pour 30 000 euros, et puis des ajustements là aussi à la hausse de prévision, à la fois en matière de dotation, donc la composante DSU, donc la dotation de solidarité urbaine au sein de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, est supérieure à nos prévisions, et également un montant plus important que ce que nous avions initialement inscrit en matière d'allocation compensatrice, donc tout ce que l'État compense auprès de la commune au regard des différentes exonérations fiscales qui ont pu être accordées. Enfin, un ajustement de moindre importance, plus 37 000 euros sur le chapitre 75, ce qu'on appelle les autres produits de gestion courante, et qui là correspondent à un certain nombre de remboursements divers qui ont pu être perçus par la ville, et dans une ampleur un peu plus importante que ce que nous pouvions avoir l'habitude d'anticiper, et qui tiennent souvent à des exercices antérieurs. Voilà pour les ajustements en matière de recettes qui permettent donc un montant équivalent en dépenses de fonctionnement, 509 000 euros également, avec à la fois sur le chapitre 011 plus 357 000 euros, donc ce sont les charges à caractère général. Nous sommes venus revoir les prévisions initiales, en particulier en matière d'entretien du patrimoine bâti et de dépenses informatiques. Il y a 2 facteurs principaux. Il y a à la fois des corrections de prévisions qui pour une part avaient pu être légèrement faussées dans le cadre de la reprise de nos données post-cyberattaque au moment du BP. Et puis, comme le disait M. Lacroix, c'est un nombre de projets qui avancent avec différentes fournitures pour le faire. Par ailleurs, un ajustement de plus 150 000 euros par rapport à notre prévision initiale sur le chapitre 012, les charges de personnel. Donc, ça représente 0,6% du total de la prévision du BP, avec notamment un ajustement sur les mises à disposition de personnel qui sont facturées par la métropole. Sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, un ajustement mineur de moins 15 000 euros, avec notamment quelques ajustements sur les subventions d'équilibre envers nos budgets annexes, le CCAS, l'ARAPA et le centre culturel, que nous pourrons évoquer par la suite.
Et enfin, plus 23 000 € sur le chapitre 66, charges financières. Donc là, il s'agit de recalculer notre estimation des frais financiers associés à la dette de la ville, compte tenu de l'emprunt qui devrait être souscrit en fin d'année, au regard du volume d'investissement réalisé cette année. Je termine avec deux derniers ajustements en matière de dépenses réelles. Et donc sur le chapitre 67, les charges exceptionnelles. Là, on diminue la prévision de 12 000 €. C'est un petit chapitre qu'on avait estimé à 30 000 € en début d'année, et qui signifie que la gestion s'améliore puisqu'il y a moins de titres antérieurs à annuler. Et enfin, sur le chapitre 68, plus 37 500 € au regard de l'état des créances non recouvrées depuis plus de 2 ans, tel que transmis par le comptable public. Autrement dit, lorsque la ville est créancière et que ses différents débiteurs ne se sont pas acquittés des sommes dues depuis plus de 2 ans, il est recommandé d'établir une provision au cas où elle ne serait pas recouvrée par la suite. Voilà pour les dépenses réelles. Un autre point sur la section de fonctionnement concerne ce qu'on appelle les dépenses d'ordre. Donc là, il y a deux mouvements qui se neutralisent en grande partie. Plus 140 000 sur le chapitre 042, ce qu'on appelle les opérations d'ordre de section à section. Il s'agit des dotations aux amortissements. Autrement dit, en fonction des amortissements déjà réalisés par la ville par le passé, eh bien, des dépenses doivent être obligatoirement mises en réserve et transférées à la section d'investissement pour quelque part prévoir leur renouvellement. Et c'est une somme qui est plus difficile à apprécier qu'avant 2023, car désormais, cet amortissement se fait pro rata temporis, donc en cours d'année. Ce qui fait que ces dotations dépendent du niveau d'investissement réel et de son rythme au fur et à mesure de l'exercice budgétaire. Et donc, on vient compenser cette dépense sur ce chapitre par une diminution équivalente sur le chapitre 023, virement à la section d'investissement, auquel on ajoute 32 000 € pour l'équilibre global de la section de fonctionnement. Voilà pour cette section. Je passe maintenant à la section d'investissement, qui s'équilibre à hauteur de 8 000 €. En matière de recettes d'investissement, donc le principal ajustement réel, c'est plus 125 000 € sur le chapitre 13, subvention d'investissement, avec une subvention du conseil départemental qui a été attribuée dans le cadre de l'achat du bâtiment de la résidence autonomie Ambroise Croizat. Et ensuite, au regard des différentes dépenses d'investissement et du jeu des dépenses d'ordre que j'ai évoqué précédemment, eh bien, on tient compte donc de moins 32 000 € en recettes d'ordre et la prévision d'emprunt est également diminuée de 85 000 €. En parallèle, en dépenses d'investissement, donc un ajustement mineur de plus 9 000 € sur le chapitre 20, les immobilisations incorporelles, un ajustement de plus 214 000 € sur le chapitre 21, les immobilisations corporelles, donc avec des travaux de rénovation, de modernisation, de mise aux normes des bâtiments, quelques dépenses informatiques supplémentaires, quelques dépenses en matière d'espace vert, qui sont équilibrées, compensées par de moindres dépenses sur le chapitre 23, les immobilisations en cours, avec notamment un décalage de certains travaux sur l'opération de gros entretiens, grosses réparations de la piscine. C'est pourquoi nous soumettrons au vote également une délibération d'ajustement de l'échéancier de cette opération. Et enfin, plus 85 000 € au titre de travaux divers de rénovation et mise aux normes des ERP. Voilà pour les points les plus importants de cette décision modificative numéro 1 sur le budget principal de la ville. Je peux soit vous donner la parole ou poursuivre par le budget annexe du centre culturel. On va faire le budget annexe du centre culturel en même temps, et puis comme ça, on aura un débat commun. Donc, sur le budget annexe du centre culturel, quelques ajustements de faible ampleur. En matière de dépenses de fonctionnement, le principal ajustement concerne les charges de personnel.
où il n'y a pas de mouvement particulier, mais nous avons revu notre estimation de refacturation de la ville envers le centre culturel à la hausse, plus 20 000 euros, et également plus 800 euros sur les autres charges de gestion courantes, permettant les admissions en non-valeur, équilibrées par moins 800 euros en charges à caractère général, et plus 20 000 euros en dotation et participation, c'est-à-dire la subvention d'équilibre versée par la ville. Donc on comprend que ce que la ville verse d'un côté est par ailleurs refacturé, puisqu'il s'agit de personnel mis à disposition. Enfin, sur la section de d'investissement, un ajustement lié à la reprise des résultats, où nous sommes venus corriger une erreur dans le cadre de la reprise des résultats au moment du budget supplémentaire, donc qui permet d'imputer près de 27 000 euros supplémentaires sur la section d'investissement. Merci, M. Créneau. Bien, mais écoutez, je crois que les choses ont été clairement exposées. Je ne sais pas si il y a des remarques ou des questions. Oui, M. Victor. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? M. Custy, peut-être. Pas d'obligation, hein. C'est juste pour pouvoir organiser les débats, que je sache qui prend la parole pour pouvoir organiser les débats. Ok, Monsieur Victor. Merci Madame la maire, bonsoir à tous, chers collègues. Je porte ce soir le porte-parole de mon collègue Nicolas Lebeus qui malheureusement pour une raison de problème familial est absent ce soir. Alors, et avant que vous ne continuiez, oui, on m'a informé, donc on lui souhaite bon courage. Et puis on m'informe aussi que nous est parvenu un pouvoir pour Madame Diniz. Ok, merci. Ah oui, c'est pas d'accord. Oui, vous avez le pouvoir de Monsieur Lebeus. Non, pour un pouvoir, pas de Madame Diniz, mais pour Madame Diniz. Merci. Par rapport à ça, donc, il y aura, c'est juste pour donner une intention de vote, hein, pour expliquer notre vote qui sera en cohérence avec les propos qui ont été portés au moment du budget principal. Alors, on a bien compris que c'était un équilibrage classique, mais voilà. Merci. Non, mais on peut passer au vote, hein, il n'y a pas de sujet, les choses ont été exposées, pas de difficulté. Si vous voulez maintenant. Allez, alors allons-y. Je veux bien dire un petit mot, d'ailleurs ce sera peut-être le seul que je dirais lors de ce conseil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions, une fois de plus à fort enjeu. Merci beaucoup pour la présentation. Qui était très claire, comme à l'habitude. Simplement pour dire qu'on est dans un exercice relativement classique. On approche de la fin d'année, il s'agit d'ajustements. Quelques bonnes surprises quand même, je pense qu'il faut le souligner, ça a été dit, mais je voudrais le rappeler sur l'augmentation des dotations d'État, des compensations d'État, voilà. Et puis, plus accessoirement, mais en montant, c'est très important tout de même, sur les produits de la fiscalité directe, de telle sorte que vous êtes en capacité de présenter une décision modificative, je dirais, à la hausse. À la hausse, c'est-à-dire qu'on peut dépenser plus. On n'est pas obligé comment dirais-je, de couper dans les crédits préalablement votés. Voilà. Donc, il y a une marge de manœuvre supplémentaire. D'ailleurs, vous avez dit, c'est pas de peu, c'est pas une petite marge, c'est plus de 500 000 euros, même un peu plus si je fais bien les comptes. Que vous avez choisi cette marge supplémentaire d'affecter à des dépenses de fonctionnement avant tout, puisque vous augmentez plus les dépenses de fonctionnement que n'est la marge, si je puis dire. En contrepartie de quoi, vous diminuez les dépenses d'investissement prévues. Voilà. C'est ce qui ressort dans la présentation de vos chiffres. Alors c'est peut-être une alerte de ma part, si vous le permettez, c'est de considérer qu'il est dommage que lorsqu'on a une marge supplémentaire, on l'affecte en premier lieu à des dépenses de fonctionnement plutôt qu'à des dépenses d'investissement, alors même
que l'on sait à quel point notre commune a besoin d'investissement et est en retard sous bien des aspects dans ce domaine. Voilà. Concernant notre vote, il ira dans le même sens que le vote du budget primitif et du budget supplémentaire, à savoir que nous nous y opposerons. Merci, Monsieur Cusby. Peut-être pour préciser quand même, oui, effectivement, il y a une augmentation des recettes et en regard une augmentation, vous l'avez dit, on fait le choix d'une augmentation de dépenses sur le volet fonctionnement. Et quand vous dites que on fait le choix de baisser l'investissement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue, parce que ça vient se jouer sur l'emprunt d'équilibre, mais surtout, ça nous permet notamment d'augmenter les questions de maintenance. Et quand on connaît l'état du patrimoine qui est le nôtre, je trouve que consacrer des efforts à la maintenance, c'est plus que bienvenu. Voilà, et donc je me réjouis qu'on puisse le faire. Monsieur Lacroix, un petit complément? Très rapidement, un petit complément. Hein. Et évidemment, la lecture. Alors, il faut lire. Et c'est un petit peu complexe, j'avoue, entre la dotation aux amortissements et puis le virement vers la section d'investissement. Le différentiel à la fin n'est que de 37 000 euros. Hein. Faut prendre l'ensemble des deux, parce qu'il y en a un qu'on diminue et l'autre qu'on augmente. À la fin, ça ne fait que 37 000 euros qu'il faut quand même en virement à la section d'investissement en moins. Je suis d'accord avec vous. Sur un total de 39 millions, de près de 40 millions d'ailleurs de budget de fonctionnement. Il faut quand même tout relativiser. Il faut pas oublier non plus que dans le fonctionnement, si j'ai dit qu'on profitait pour quelques opérations par cette augmentation, en tout cas des recettes, il y a aussi des choses qui sont contraintes. On a par exemple les frais de mise à disposition de la métropole. On a eu un rattrapage de la part de la métropole. Très honnêtement, une cinquantaine de milliers d'euros, on s'en serait passé. On a une augmentation, par exemple, des frais d'assurance, comme vous le savez, qui est une espèce de constante pour les collectivités, pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités, de quelques dizaines de milliers d'euros, on s'en serait passé. On a une légère augmentation, comment dire, d'un certain nombre de postes. Bon, qu'on est obligé de prendre et c'est souvent le cas quand on fait cette DM de rentrée, quand on a fait le BP, on a fait le BS, et bien souvent on a quand même des ajustements à faire. Il ne faut pas oublier non plus que l'investissement, la part d'investissement reste toujours importante parce qu'elle était quand même importante quand on a voté le BP. Le niveau d'investissement ne change pas, hein, vous l'avez vu à travers comment dire la section d'investissement, le niveau d'investissement ne change pas. Ce qui change un petit peu, c'est quelques effets d'ordre. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans le fonctionnement, on a quand même une partie qui est liée, soit qui rentre en fonctionnement, mais qui est liée à de la maintenance ou à des petits travaux d'ordre bâtimentaire ou d'ordre patrimonial, et notamment la partie des travaux qui sont faits en régie. Il y a une partie des travaux en régie qui viennent en fonctionnement et pas uniquement reportés en investissement. Ça, faut l'avoir en tête, ce qui fait qu'on n'abandonne pas notre patrimoine bâti, bien au contraire, mais qu'effectivement, on a fait un choix de légèrement diminuer le virement vers la section d'investissement, comme vous l'avez fait remarquer. Et on peut aussi se réjouir, comme vous, qu'on ait eu une recette supplémentaire, notamment sur la fiscalité. A priori, parce que c'est quand même très difficile d'avoir des informations de la part des services de l'État. Vous savez, on a eu ce sujet sur la résidence, sur la résidence Scalis. Là, c'est les premiers effets en logement d'Interrive. Voilà. Normal, hein, normal, mais enfin, en tout cas, il y a une petite pompe qui est réamorcée à ce niveau-là. Voilà. Juste pour quelques informations complémentaires, Madame la maire. Je pense que c'est bienvenu. On disait, hein, c'est 37 000 hein, la différence entre les dépenses et les recettes, et on fait le choix d'ajouter 92 000 sur la maintenance. Donc, encore une fois, hein, c'est notre patrimoine qui est derrière, et si comptablement c'est du fonctionnement, moi j'estime que dans la réalité, c'est de l'investissement. Alors, on passe au vote. Sur cette DM, donc pour le budget principal, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et donc, c'est positif pour les autres votes.
Sur le budget annexe du centre culturel, toujours cette décision modificative, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est bon, Madame Carnot? Donc, c'est adopté dans ces conditions. Nous avons ensuite la délibération numéro 4, autorisation de programme. Il s'agit d'ajustement au titre de l'exercice, de notre exercice budgétaire. Monsieur Lacroix, c'est à vous. Oui, c'est un élément qui est passé. Alors, s'il était dans la présentation. Ouais, très rapidement. On a décalé, on modifie légèrement, non pas l'enveloppe globale d'APCP liée aux travaux de gros entretien de la piscine, mais simplement le calendrier, puisqu'il était initialement prévu 460 000 € sur l'exercice 2025. Or, notamment parce qu'on a voté le budget en mois de mars, pour des raisons techniques, là vous savez, vous avez entendu parler, vous le savez, que la piscine est fermée à partir de là, pour la vidange et surtout pour nous permettre de réaliser des travaux qui auraient dû être réalisés depuis très longtemps, à savoir le remplacement du dôme, donc de la partie translucide qui se trouve au-dessus de la piscine, qui est des travaux qui avoisinent les 150 à 160 000 €. Il nous faut un mois et demi de travaux et bon, c'est une opération technique assez importante et ne nous a pas paru, techniquement avec les services, c'était extrêmement difficile d'engager d'autres opérations de maintenance ou de travaux lourds de la piscine, puisqu'elle va déjà être fermée un mois et demi, et c'était compliqué de faire tout coïncider, y compris au niveau des marchés publics. Et donc, on a décalé l'enveloppe donc de 460 000 €, elle se scinde en 160 000 € cette année, et on a décalé 300 000 € sur l'exercice. On décale 300 000 € sur l'exercice suivant. Voilà. On ne change pas l'enveloppe globale, on change le calendrier. D'autant que ça a été compliqué de trouver une entreprise pour réaliser les travaux sur le dôme. Ça a été compliqué et donc ça a reculé le calendrier. Madame Coulon, vous voulez rajouter un petit mot? Non? Juste que oui, Monsieur Delaporte pourrait en parler plus que moi. Mais oui, on a eu beaucoup de difficultés pour ce dôme à trouver une entreprise par rapport à la charpente, le poids du dôme par rapport à la charpente. Et enfin, ça y est, maintenant, c'est parti. C'est prévu en 2024. Oui, tout à fait. Et Madame Coulon, comme Monsieur Delaporte, ont un grand sourire parce que c'est un sujet. Voilà. Pas de questions. Bon. Une petite question, Madame la maire. Tout est compliqué avec la piscine, parce que c'est très complexe. La piscine, c'est compliqué. Voilà, c'est complexe, elle est très ancienne en fait. Voilà. Puis on voit que même pour que les entreprises, c'est compliqué. Voilà. Et on comprend du coup, pour notre part, que le calendrier puisse être ajusté vers l'avenir. Simplement une petite question. Vous vous souvenez, vous aviez de grandes ambitions pour cette piscine, que vous aviez fait appel à un cabinet spécialisé pour réinventer en quelque sorte les espaces intérieurs, traiter tous les aspects techniques. Et là, vous avancez sur ce sujet-là et c'est tant mieux. Donc ma question, est-ce que comment dirais-je, ce tableau pluriannuel de l'AP en question inclut cette grande ambition où là, il s'agit vraiment que de faire en sorte que la piscine, on puisse la rouvrir. Enfin, qu'on puisse la rouvrir, oui, on va la rouvrir. Elle ne serait pas fermée si on ne faisait pas les travaux. Elle n'est pas fermée parce qu'elle ne pouvait plus être ouverte. Elle est fermée pour qu'on puisse faire des travaux quand même. Non, là, on est sur les travaux pour qu'elle puisse fonctionner. Absolument, okay. Ouais, des améliorations pour qu'elle puisse fonctionner. Très bien, je vous remercie. Alors, dans ces conditions, je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? D'accord. Des abstentions? Eh bien, c'est adopté. Je vous remercie. Donc, des oppositions pour le groupe de M. Siby et M. Witter. Oui. Nous avons ensuite... Oui, vous avez voté pour. Nous avons ensuite les délibérations 5 et 6 qui sont des conséquences
enfin, des ajustements de montant pour les subventions d'équilibre pour le centre culturel, et là on est sur les conséquences, et puis pour le CCAS, Monsieur Lacroix. Oui, merci Madame la maire. Donc, deux sujets effectivement assez similaires, mais pas avec les mêmes raisons. D'un côté, on a donc la délibération numéro 5 qui concerne donc le centre culturel, et vous savez qu'on a des budgets annexes auxquels on alloue une subvention d'équilibre lorsqu'on vote le BP, et comme on s'y est engagé et comme on l'a toujours dit, le niveau évidemment de subvention, il est calculé lorsqu'on fait le budget de ces comptes annexes, et on le modifie en fonction des événements dans l'année. Et là, sur le centre culturel, comme ça a été présenté tout à l'heure par Sébastien Tranois, on a une augmentation de 20 000 euros liée à une augmentation de masse salariale, parce qu'il a fallu remplacer des salariés absents, malades, parce qu'il a fallu opérer des opérations de gardiennage supplémentaires. Et donc, voilà, il nous faut remettre 20 000 euros dans le budget du centre culturel, ce qu'on fait évidemment aujourd'hui et sans problème. Et puis, pour ce qui est de la RAPA, là, c'est un petit peu l'effet inverse. L'acquisition par la ville ayant eu lieu de manière un petit peu anticipée par rapport à ce qu'on avait prévu au budget, on a un moindre loyer à verser à l'ancien propriétaire, donc qui était Logem, et donc on vient reprendre 25 000 euros sur le montant de la subvention d'équilibre pour revenir à la réalité et être au plus juste de la comptabilité de ces comptes annexes. Voilà. Donc d'un côté, on réinjecte 20 000 euros et de l'autre côté, on reprend 25 000 sur la RAPA. C'est l'engagement qu'on avait pris, d'être vraiment, de tenir au plus juste ces budgets annexes. Bien, merci. Pas de questions. On vote dans ces conditions. Y a-t-il des oppositions? Donc pour la 5, y a-t-il des oppositions? Pour le centre culturel. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Pour la 6, donc ajustement la subvention pour le CCAS, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Abstentions. Donc 3 abstentions. 2 et un pouvoir. Et c'est adopté dans ces conditions. Pour la délibération numéro 7, alors on quitte le chapitre des finances pour rentrer dans le chapitre santé handicap et pour vous faire une présentation du rapport d'activité de la commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, un sujet auquel nous accordons, vous le savez, la plus grande importance, et je veux en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui, aux côtés de Christelle Brun et avec les services bien évidemment, travaillent à ce sujet en lien avec l'ensemble des adjoints bien évidemment. C'est à vous, Madame Brun. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, je vous présente le rapport de la commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Cette fois-ci, la présentation se fait sur le bilan 2024. Pour rappel, nous l'avons présenté à la CCPA le 19 juin dernier. Comme vous le savez, ce rapport annuel est une obligation législative du Code général des collectivités territoriales et de la loi du 11 février 2005 qui impose la création d'une commission communale pour l'accessibilité, donc la CCPA, pour les communes de plus de 5 000 habitants. Celle de Fleury a été créée en mai 2008. Cette commission est composée de 12 membres représentant les élus du conseil municipal, 5 membres représentant des associations ou des établissements œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, comme la PHL, l'URSA avec M. Pelé, Handi Attitude, Carrefour Market, les chiens de guide, etc. Ces missions sont entre autres de dresser un constat d'accessibilité et d'adresser un rapport à la préfecture avant la fin du mois de janvier, ainsi qu'à la région d'ailleurs. Donc pour le rapport 2024 concernant les travaux de mise en conformité,
enfin, je fais un petit rappel quand même, nous avons réalisé ces cinq dernières années des travaux qui auraient dû être étalés sur 20 ans. Malgré ce délai court, depuis 2021, c'est plus de 670 000 € de travaux qui ont été réalisés sur notre territoire et qui ont amélioré la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Donc, pour les travaux de conformité, les avancements en 2024. Les travaux réalisés pour les entreprises sans maîtrise d'œuvre interne sont les suivantes. À l'école Jules Ferry, la mise en accessibilité, création d'une rampe d'accès pour 39 000 €. Un gros travail sur les attestations d'accessibilité sur les plus de 70 sites de la collectivité aussi qui a été fait pour un montant de 25 000 €. Bon, en 2024, c'était un petit total de 64 000 €. Les travaux réalisés en régie répartis sur l'ensemble des sites, hein, l'installation des mains courantes au niveau des extérieurs des tulipiers pour 1 000 €, soit un total de travaux de mise en conformité de 65 000 € TTC pour 2024. Ça sera fait en 2025. À François Villon, des gros travaux sont prévus dans le cadre de l'ADAP pour 60 000 €, notamment l'escalier, les nez de marche, le banc de podo tactile, les rampes, pour le stationnement, des créations d'une place handicapée à l'extérieur, des poses d'enrobés, des pôles et des accès extérieurs, des sanitaires, des créations sanitaires handicapées. À la mairie, dans le cadre de l'ADAP, mise en norme aussi de l'ascenseur pour 46 000 € quand même, ainsi que 21 000 € pour le bureau de contrôle pour l'établissement des attestations de conformité, des travaux la DERCRA pour la DTT, donc la Direction départementale du territoire. Soit pour pour 2026, 127 000 € quand même. Je remercie, comme disait Madame la maire, les services, Vincent et son équipe pour ce rapport détaillé, et puis tout le document qui a été fait justement lors de la présentation du CCPA avec les photos. C'était un document assez dynamique, ça fait du bien un petit peu de rendre ça plus ludique. Maintenant, on va passer aux actions. Hein. Concernant les actions réalisées dans les services municipaux, donc au niveau des RH, des ressources humaines, conformément aux obligations, les employeurs publics doivent atteindre un taux d'emploi d'au moins 6% du BOE, donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Dans ce cas, la ville poursuit une politique RH volontaire en s'appuyant sur du soutien de l'AFIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, comme je vous en parle chaque année. Donc pour Fleury, c'est sur les 545 agents effectifs, 42 agents qui bénéficient du BOE, alors que le seuil légal, c'est de 6%, soit 32. Nous, pour la collectivité, nous sommes à 7,71%. En 2024, c'est 37 agents reconnus RQTH, dont 5 agents avec une allocation invalidité. Voilà, il y a 15 hommes, 27 femmes. Enfin bon, il y a un équilibre qui s'explique un peu, notamment sur les métiers d'usure, etc. La politique RH s'avère efficace. Nous avons une personne dédiée pour accompagner les salariés. C'est un engagement stratégique, clair, un accompagnement individualisé, un investissement financier ciblé avec beaucoup de projets, dont celui de la lutte contre la sédentarité, notamment avec la mise en place de matériel ergonomique, etc. Nous maintenons notre niveau de conformité au-dessus du seuil, malgré une baisse due au départ en retraite, bien sûr, de ce joli métier. Voilà. Continuons nos actions réalisées en mise en place. Donc, à l'état civil, il y a un agent qui a été formé à la pratique du langage des signes, mise à disposition d'une tablette avec des traductions du langage des signes à la mairie, mais on le fait tourner aussi sur le CCAS. Une mise en place d'un dispositif d'enregistrement des titres sécurisés pour se déplacer à domicile, faire les démarches administratives pour des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est un gros projet quand même. Au sport, donc à la piscine, des créneaux sont réservés et accès gratuit pour les groupes, enfants ou adultes en situation de handicap, comme la Clairière, de Maison, Electra ou certains individuels. Pour la pratique sportive, c'est l'intégration d'ateliers paralympiques lors de la fête du sport, des accueils d'événements, comme par exemple le village paralympique, l'Open Paratennis. Cette année, on a pour 2025, on a le rugby fauteuil qui débarque aussi, donc c'est bien. Et bien sûr, les subventions pour inciter l'offre des associations. Donc, il y a 300 € par an par activité pour le bien-être, 600 € par activité
parasports affiliés à la fédération handisport, ainsi que 150 € par personne en situation de handicap dans les clubs pour accompagner l'inclusion. À la culture, au conservatoire, il y a le suivi des musiciens avec qui ont des difficultés motrices ou cognitives. Visite régulière du conservatoire aux résidents du foyer La Clairière, ainsi que la mise en place d'ateliers directement dans l'établissement. L'amélioration du site internet du conservatoire pour qu'il soit plus accessible. Il y a le lien avec la danse handi pour rediriger les danseurs en situation de handicap vers l'association pour participer au super spectacle, au gala de Handi Dance, les facilités d'accessibilité à l'auditorium avec notamment des casques pour les malentendants, mise en place d'une signalétique spécifique dans le bâtiment et à l'extérieur. On va essayer de rendre les toilettes aussi plus accessibles. Depuis 2 ans, nous avons une personne référente handicap au conservatoire. À la passerelle, c'est l'accueil est personnalisé pour les personnes en situation de handicap. Il y a des places réservées, des équipements d'appareils. Le personnel de la billetterie est formé aussi au langage des signes. À la bibliothèque des Jacobins, je vous en parle tous les ans, il y a une super collection d'ouvrages spécifiques, de romans, de documents à large vision, des liseuses, des livres en braille, des livres pour enfants 10, des ordinateurs avec des claviers 10. Il y a un accueil personnalisé pour les groupes d'adultes en situation de handicap avec la PHL La Clairière, qui est très dynamique, la femme de Fleury, l'hôpital de jour de Saint-Jean-de-Bray aussi. Il y a des animations qui sont régulièrement mises en place aussi à la bibliothèque, comme la vente de livres pour le Téléthon, les services portage de livres à domicile, les tables rondes, notamment autour du 10 ou comme l'année dernière en 2024 à Alzheimer, des ateliers handisport, etc. Ils sont très dynamiques à la bibliothèque aussi sur ce sujet-là. L'accès à l'éducation de la petite enfance à l'enfance, une priorité pour nous, avec un dispositif accueil périscolaire adapté pour les enfants de 3 à 13 ans en situation de handicap avec différentes actions comme des fiches de liaison, l'adaptation pratique d'apprentissage, les rythmes de vie, mise en place d'échanges, prendre en compte les besoins des familles, etc. Nous favorisons l'inclusion des enfants, de ces enfants, au principe de l'égalité des droits et des chances pour tous. Nous favorisons le lien et le suivi de la crèche à l'école. Ces accueils possèdent une réelle fonction éducative. Les activités diverses, ludiques, sportives, techniques, etc., proposées doivent répondre aux divers besoins de l'enfant, à son état, à son envie, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun selon son âge, son degré d'attention, etc. En 2024, nous avons recensé 13 enfants en situation de handicap dans nos différentes structures d'accueil. 8 AEH, 2 ATSEM ont été recrutés pour accompagner individuellement ces enfants et permettre de découvrir différentes activités. Concernant la santé et le handicap, la ville de Fleury s'est employée à construire un projet santé-handicap pérenne afin de répondre aux besoins de ses habitants. Elle garantit l'accessibilité des services. Depuis 2018, un référent handicap a été identifié au sein des services depuis 2022. Il y a une référente santé accueil inclusif qui a des accueils des mineurs qui intervient pour les différentes animations et pour répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap. La collectivité s'emploie donc à poursuivre le partenariat avec les associations, avec les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, à être en lien avec les personnes en situation de handicap et les fleurissois, en changeant le regard des valides et de développer une communication sur les offres de services accessibles à tous. En 2024, plusieurs actions ont été mises en place dans le secteur santé, handicap, accompagnement des administrés, faciliter l'accessibilité, l'opération brioche avec la DPI. Il y a 231 brioches qui ont été vendues en 2024 sur notre site de Fleury, entre le marché, le conservatoire, la gare, au profit des résidents de la DPI. Le parcours accessibilité, donc cette journée est dédiée à la mise en situation de fauteuils ou de cécité, en collaboration avec le lycée l'URSA, la RAPA, la police municipale, la métropole, Tao, Harmonie. Partenariat toujours très vivace avec le foyer La Clairière, avec les actions déjà vues dans ce rapport pour 2024. Et en 2024, on a fait la visite du commissariat avec La Clairière. Et il y a un atelier de la police municipale qui a été fait au foyer sur tout ce qui est danger sur les réseaux sociaux.
C'était très, très intéressant. On fait toujours les bouchons d'amour, une collecte qui a rapporté 66 tonnes en 2024, donc à peu près 21 000 € sur le Loiret. La journée intercommunale du handicap, avec des actions dans les villes de La Chapelle, Ingré, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Fleury, et un forum commun avec les associations qui gravitent autour du handicap et qui a lieu en 2024 le 5 juin à La Chapelle. Et Scoop, cette année, donc pour 2026, nous recevons le Forum du handicap à Fleury-les-Aubrais. Voilà, merci de votre attention. On va inviter le CM à prendre acte de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Chaque année, à un moment où on sent l'intensité dans l'exposé de tout ce qui est fait et le volontarisme avec lequel vous le faites et nous le faisons. Et puis je dois dire que c'est pas du tout un reproche, parce que ce rapport est, je crois, un rapport dont nous pouvons être très fiers. Mais il y a aussi, il est même pas complet, quoi. Tellement il y a de choses qui sont faites sur ce sujet-là qui est essentiel parce qu'il est question d'inclusion. Juste non seulement de choses qu'on fait, mais qu'on accueille sur le territoire de la ville de Fleury-les-Aubrais, et il faut que cette ville en soit fière, et nous le sommes. Je vais juste évoquer une petite chose, mais qui a son importance. Je sais que certains y sont sensibles. Ne serait-ce que quand on fait des travaux à la RAPA, faire en sorte que les douches ne soient plus si hautes pour que pour que tout le monde puisse y accéder. Je veux parler aussi de cette formidable association d'incendie, avec un moment qui est toujours absolument grandiose. Je veux rappeler que le salon 2000 emplois, 2000 sourires que nous avons eu la semaine dernière a toujours un volet consacré à l'inclusion. C'est même ça qui met en avant ici à Fleury, même si ce n'est pas son seul objet, bien évidemment, mais il y a toujours cette dimension très, très fortement présente. Et puis, vous rappelez que la prochaine journée autour des troubles 10 a lieu, je crois, le 18, avec une conférence qui se promet d'être assez passionnante sur notamment les difficultés d'apprentissage à la lecture et le fait qu'ils peuvent se résoudre à tous les âges ils peuvent, oui, se résoudre, ou on peut avancer sur ces sujets-là à tous les âges de la vie. Voilà pour ce rapport. Il n'y a pas de vote, on prend acte, mais ça n'empêche pas qu'on ait un petit échange si vous le souhaitez. Pas de remarques. Nous prenons acte, donc je vous en remercie. Merci Madame Brun. Nous passons au chapitre de l'action culturelle, avec tout d'abord une signature de convention pour intégrer le réseau de la médiathèque départementale du Loiret. Monsieur Martin, c'est à vous. Oui, merci Madame la maire. Donc il s'agit donc d'approuver une convention réseau avec la médiathèque départementale du Loiret. Alors dans le cadre de l'approbation du schéma directeur de lecture publique 2024-2028 par le conseil départemental, la convention encadrant l'aide technique aux bibliothèques via la médiathèque départementale du Loiret doit être renouvelée pour une durée de 5 ans. La bibliothèque municipale, membre du réseau départemental, bénéficie ainsi d'un accompagnement stratégique et technique, d'une offre annuelle de formation professionnelle, de ressources documentaires diversifiées, livres, presse, films, ressources numériques accessibles en ligne, ainsi que du prêt gracieux d'animation multisupport. Ces dispositifs permettent au personnel de se former régulièrement et aux usagers d'accéder à des ressources enrichies, tout en respectant les critères requis pour bénéficier de cette aide: surface, signation, nombre d'agents, horaires, gratuité, conditions d'accès et budget d'acquisition. Merci Monsieur Martin. On passe au vote directement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Ça fait rêver. Il s'agit d'adhérer à l'association La Tête dans les Étoiles. Monsieur Martin. Voilà. Donc, il s'agit de l'adhésion des bibliothèques Jacobin à l'association La Tête dans les Étoiles. Rien de plus poétique. La bibliothèque souhaite enrichir son œuvre d'animation scientifique en organisant des soirées d'observation des étoiles. Pour cela, il est proposé d'adhérer à l'association La Tête dans les Étoiles,
spécialisée dans la découverte de l'astronomie pour néophytes pour un montant annuel de 30 €. Cette adhésion permettra à la bibliothèque de bénéficier de l'accompagnement et des services de l'association et pourra également être étendue à d'autres directions de la ville, telles que le domaine de la brossette, les maisons pour tous, afin de soutenir leur activité scientifique et culturelle. Merci, Monsieur Martin, de nous emmener dans la Voie lactée pour 30 €. Allez-y, allez-y, Madame Muller. Bonsoir à tous. Alors moi, je trouve cette initiative vraiment très très bien. Par contre, je pense qu'il faut aussi sensibiliser, sans être ville étoilée ou village étoilé, mais à la luminosité, à la pollution lumineuse, qui aujourd'hui est un enjeu aussi majeur pour notamment la faune nocturne aussi, et pour nous aussi d'ailleurs. C'est d'ailleurs à l'ordre du jour du prochain conseil métropolitain. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de rappeler ça le jeudi. Non. Bon, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Dernière délibération, elle concerne notre conservatoire de musique et de danse pour une demande de subvention traditionnelle, on l'a chaque année, auprès de la Société des éditeurs et auteurs de musique. Monsieur Martin. Oui, donc c'est une demande de subvention, et une subvention qui revient régulièrement, tous les ans. Donc la Société des éditeurs et auteurs de musique propose une aide financière destinée aux écoles et conservatoires de musique pour faciliter l'accès aux œuvres musicales éditées via l'achat de partitions. C'est des partitions qu'il s'agit. Au Conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel, ces partitions sont principalement utilisées pour les ensembles instrumentaux et collectifs, comme les orchestres. Chaque année, au moins 280 élèves en bénéficient dans le cadre de leurs cours et préparation aux auditions. Les partitions restent la propriété du conservatoire et sont prêtées gratuitement aux élèves le temps de leur préparation. Le budget prévisionnel pour 2026 prévoit 800 € pour l'achat de partitions. L'aide SAMM peut couvrir au minimum 40% de ce montant, permettant de soutenir directement le développement musical des élèves et la programmation des ensembles du conservatoire. Bien, merci, Monsieur Martin. Je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Et c'était la dernière délibération. Il n'y a pas de questions, ni écrites, ni orales. Et donc, nous en avons fini avec nos travaux. Je vous en remercie et je remercie, comme chaque fois, les services qui préparent l'ensemble de ces éléments. Merci à vous.